Allez, bonsoir à toutes et à tous, à ceux qui nous regarderont en replay, puisque donc au final, suite à des demandes nombreuses de votre part, on va quand même enregistrer l'émission pour ceux qui sont absents ou ceux qui voudront re-regarder certains points en particulier. Pardon. Pour parce que vous avez envie de revoir une partie. Donc voilà, on va l'enregistrer. Alors elle ne sera pas publiée, c'est-à-dire que vous ne recevrez pas les notifications sur la chaîne YouTube de l'upload de cette nouvelle vidéo, mais je publierai ce lien à chaque fois dans le canal, comment ça s'appelle, éducatif. Voilà, dans le canal contenu éducatif. Dans la partie Pro Indicators, donc je vous mettrai à chaque fois le lien qui vous permet de voir cette vidéo, qui ne sera pas rendue publique, mais vous pourrez, vous, à l'intérieur du Discord, la revoir à votre guise, bien entendu. Donc voilà, posez vos questions sur le canal général si vous avez des soucis par rapport aux analyses qu'on va faire. Ce soir, le thème imposé, c'est les analyses actions américaines ciblées, c'est-à-dire celles que j'ai déjà en portefeuille qui sont validées. Donc on va parler rapidement Apple, Facebook, Nvidia, Tesla, tout ça c'est plus ou moins validé. Que je regarde Tesla, c'est aussi ce soir, on va voir. On va rajouter en liste de surveillance Netflix et Boeing ce soir. Donc on va analyser, mais qui ne rentre pas encore en portefeuille, mais en risque d'entrer en portefeuille. Donc on va mettre en place des stratégies de trading. On va regarder sur quel niveau des signaux pourront être à rechercher sur ces deux-là. On parlera bien évidemment de l'euro-yen et du gold qui est en train, je pense, de prendre les gros bears à contre-pied et qui vont se faire démonter. Donc le gold, si on a le temps, on en parle ce soir. Et ensuite, une vingtaine de minutes autour de vos questions. Tout simplement. Donc voilà, là on va parler de choses qui vont rentrer en portefeuille. Ce qui est déjà en portefeuille, on ne va pas le regarder. Donc là par exemple, on va se servir quand même d'une vue sur les indices rapidos, mais on ne fera pas d'analyse indicielle parce que normalement sur les indices, on est déjà en position. Moi je pense que je vais reprendre une vente parce que j'étais sorti de mes ventes sur les indices. Je pense que je vais éventuellement reprendre une vente, mais encore une fois, je préfère jouer des ventes sur les actions spécifiques les plus faibles, qui vont probablement surperformer les ventes indicielles, plutôt que de me lancer dans des ventes de package indiciels. Voilà. Mais je pense qu'on peut quand même prendre une petite vente indicielle, là maintenant, vu la grosse vente aujourd'hui. On est clairement en train de se rediriger vers le précipice. Celle qui m'intéresse surtout, c'est qu'à mon avis, le Hang Seng, cette nuit, il va se faire cartoucher, mais cordialement, celui-là. Et je pense que demain matin, il y a une bonne nouvelle qui va arriver sur cet actif-là. Alors, H, tu demandes au modérateur de gérer ton problème. Il devrait y arriver sans trop de problèmes. Donc on parle à Ravix également. Il va falloir que je me repositionne sur celui-là. Au pire, si on n'a pas le temps de traiter tout ça ce soir, bien évidemment, le reste sera fait dans l'émission de demain matin, parce que je vais essayer de me limiter à 15 minutes pour pouvoir avoir vos analyses derrière. Kevin, je suis désolé, je te coupe ton micro. Et c'est parti. Allez. Donc, on va se faire au PAM, Stramgram, Piqué, Collégramme. Non, je déconne. On va commencer par le S&P 500 d'abord. Donc voilà, hein, attention à ne pas se mettre trop short qui peut, one again a bit to fly. On est bien ici. Alors, je pense quand même que là, il s'est un peu chié Sine Wave sur la mise en place de la target. D'accord. Pour moi, le break se met bien en place ici. Donc, vous comptez bien la target, c'est on vient là, on vient chercher le sommet en clôture. Hop, et on reporte au sud. Donc vous voyez, la target pour moi elle est plutôt là. Je pense que le S&P 500, il n'y a pas de grosse vente tant qu'on n'arrive pas là. On a bien le canal qu'on met à jour maintenant. On a notre sommet. Donc comme d'hab, on cherche un support. Donc on prend quoi? Les deux résistances avec le support intermédiaire entre les deux. Ok, donc on est bien en break du canal. Donc on est bien ici sur un marché qui break à la vente, qui est bien vendeur. Il n'y a pas de souci. Maintenant, attention, on a ici cette zone résistante, enfin cette zone support, qui va probablement être retestée en tant que résistance, donc qui pourra être mise à profit éventuellement pour des signaux sur les UT inférieurs. On est bien en 2 heures, donc on va devoir se positionner ici. D'accord? En fait, notre contexte et notre cas de technique, là, c'est le 2 heures. Pour rentrer, il faudrait donc un signal 15 minutes. Je pense que là, pour vendre un S&P 500, il faut essayer de trouver un signal 15 minutes. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais marquer hop, hop. D'accord, ce sera notre premier niveau de validation. Il faut venir jusque-là déjà pour avoir un vrai sentiment vendeur. Pour l'instant, vous voyez qu'on n'y est pas du tout. Donc, il va falloir être mollo. Donc, la validation qu'on avait mis là, on va la mettre ici. Voilà. Donc, il va falloir y aller mollo pour l'instant. Une phase de baisse, ce n'est pas grave. Encore une fois, il faut pousser à la divergence à chaque fois pour réussir à installer un sentiment baissier. C'est-à-dire que là, il faudrait faire un creux là et boum, venir pousser derrière à la divergence pour vraiment avoir un sentiment bear sur les actions américaines. Si ça devait ici ne pas trouver de vente, remonter, c'est juste pas bear.
Et encore une fois, si vous êtes amusé à vendre ici et que le marché remonte, il va vous péter les stops derrière. Donc c'est short côté US, mais encore une fois, je pense que certaines actions sont short, pas forcément l'ensemble de l'indice. D'où la nécessité d'être prudent sur les actions quand même, surtout sur les packages indiciels. Voilà, je pense que le package indiciel va falloir pas forcément y aller trop agressif, c'est le truc qui peut faire mal. Bon, là par contre, je pense qu'on peut sans problème, si on revient en 2 heures, hop, voilà, valider le beau canal baissier. Donc là, on peut se mettre à jour. Cette oblique là, on s'en cogne, mais on va donc tracer un canal vendeur. Ok, donc nouveau canal vendeur qui sera donc notre cadre technique en 2 heures en suivant le crack en daily. Donc le contexte, c'est mise en place éventuelle du crack en daily avec une prochaine vague qui devrait donc venir chercher le canal et le briser. D'accord ? On vient chercher le canal et on le défonce puisqu'on est donc dans un crack. Et on viendra probablement chercher le canal de degré supérieur, le canal daily, qui nous amènerait donc plutôt vers là. Donc ça nous ferait voilà, des targets, comme on l'avait vu, proches des 2300, 2400. Et ici, il faudra sévèrement calmer les ventes. Donc on voit qu'en termes de ratio risque-rendement, c'est très intéressant de se positionner ici en pullback, avec un stop évidemment au-dessus de la résistance. Si là, le marché remonte, pète la résistance, c'est qu'il est haussier. Okay, on ne va pas se casser trop la tronche. Donc il y a bien un risque ratio-rendement pour se positionner vendeur. Là, si vous voulez le faire, faites-le, hein, c'est-à-dire vendre le break en tant que soi, ça reste un signal vendeur. Il y a quand même le risque ratio-rendement qui définit la possibilité là d'entrer à la vente tout de suite. Moi, je pense qu'on peut tirer à un prix légèrement plus agressif, c'est-à-dire un léger prix un petit peu mieux que ça, si on attend un signal vendeur en 15 minutes proche de la zone bleue, en tout cas au moins ici. Ok. Qu'est-ce que... Bah non, en plus, il n'y aura pas de signal 15 minutes, puisque le signal 15 minutes, il est déjà là, on est en vente. Donc là, on est toujours potentiellement dans un cycle bear en 15 minutes. Alors peut-être en 2 minutes, on va essayer d'aller voir, mais il faut un signal, encore une fois, on ne vend pas juste parce qu'on a envie de vendre. Hein. Bon, voilà, à la limite, il y a ça qui est exploitable. Ça me paraît un peu agressif quand même. Moi, j'attendrai peut-être le prochain, voilà. Mais là, théoriquement, il y a double bear, mais alors dans ce cas-là, c'est en 2 minutes, c'est-à-dire vous vendez en 2 minutes, on sécurise sur le support, on paye son stop et on laisse le reste. Si ça remonte, on accepte de donner son stop et on cherche un signal 15 minutes. Mais là, en 2 minutes, il y a un premier signal vendeur qui peut faire le job. Maintenant, ça reste quand même très agressif. Il faut être conscient que voilà, hein, c'est entrer dans un contexte 2 heures avec un signal 2 minutes. Donc voilà, c'est un tout petit stop, mais il faut être conscient qu'il a aussi de fortes probabilités d'être pris par le marché. En termes de conso, vous voyez que ça fait quand même pas long comme conso ici, mais c'est exploitable. Voilà. À voir, moi je ne vais pas le faire pour l'instant, je ne vous le cache pas, mais on en parle. Voilà. Là, si ça tombe, bah, effectivement, prenez, on sécurise sur le support, payez le stop et le reste, on laisse filer en daily. Hein. Moi, ça me semble totalement défendable. On a vu qu'en daily, en 2 heures, pardon, on a un risque ratio rendement qui permet d'entrer en position ici, avec un stop ici, qui permet dans ce cas-là de viser TP1 à 2004. 2450 et un TP2 max vers sous les 2004 et on ne vise pas plus bas que ça, je pense, sur les ventes avec une mise à break-even si on vient chercher le bottom. Moi, pour l'instant, ça me semble viable. Hein. Je préfère vous le dire. Ça tombe. Je ne vois pas de raison que ce marché remonte. S'il remonte, c'est vraiment une invalidation. Donc, il faudra accepter de laisser son stop-loss dans ce cadre-là. Donc, par contre, moi, je suis embarqué pas sur les ventes indicielles, mais sur les ventes des grosses actions. Alors, malheureusement, je n'ai pas celles qui tombent aujourd'hui. C'est-à-dire, les grosses qui plongent aujourd'hui, c'est Boeing, Netflix, Google, je ne les ai pas. Apple, ça tombe bien, il n'y a pas de souci. Facebook, heureusement, ça y est, on arrive sur la validation du trade. Nvidia, ça reste bien baissier, c'est ce que je voulais voir, donc c'est parfait. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, le portefeuille est bien orienté sur les biens baissières. La question est donc de savoir si je rempile avec des ventes indicielles ou si je rempile sur des ventes d'actions spécifiques. On va donc analyser les deux qui pourraient rentrer en portefeuille, Netflix et Nvidia et Boeing. Donc Netflix, ça me paraît pas encore vendeur, d'accord, dans le sens où on a donné un signal qui vraiment fait mal par cette tentative de gap haussier sur la release des earnings, et puis hop, le marché vend le sommet historique, et ça c'est moche, et clôture le gap, c'est ce qu'on appelle un gap d'essoufflement. Donc là, la tendance haussière, vous pouvez dire au revoir. Il n'y a plus de tendance haussière déjà sur Netflix. Mais rappelez-vous, on ne passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière, sauf quand on a une bulle spéculative. Aïe, 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 Netflix, c'est peut-être une bulle spéculative quand même, non? Qu'est-ce qu'il a, lui? La parabole.
voilà, il y a bien l'effet parabolique, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, attention, voilà, là on retrouve du volume sur le signal résistant. Ça me paraît jouable, encore une fois. Si ce truc-là tombe, c'est un couteau, hein, d'accord? C'est un gros couteau et ça retombe normalement au moins ici, fermer ce gap. Donc ça veut dire, ça fait bim, 300 à 220, il y a une grosse chute qui pourrait se mettre en place. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Je dirais que non, sauf si vous aviez déjà une vente, c'est-à-dire il fallait vraiment anticiper le reversal là-haut. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas ce qui semble se mettre en place. Donc je pense, on va à surveiller très très fortement, très clairement. Parce que là, il y a un vrai signal vendeur, mais on peut avoir d'abord un petit range avant d'avoir des chutes. Là, on voit qu'on est sur un support. C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas vendre immédiatement le support. Parce qu'il y a quand même encore un gap haussier ici. Et je pense que cette zone-là peut catalyser une petite remontée. Vous voyez, c'est-à-dire dans ce cas-là, une petite vague 1, on fait une petite 2 à plat pendant 1 ou 2 jours, là, et derrière, bim, on peut enquiller le crack. Même si la vague de crack, rappelez-vous, c'est une vague, on va aller la voir en décompte sous un décompte inférieur, c'est une vague qui fait généralement vague 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? C'est toujours une 5 étendue, la première vague de crack. C'est la vague où on fait panique à bord, tout le monde veut sortir, et puis on fait un V-bottom. Voilà. Donc, il faut vous attendre à ce que, potentiellement, il y ait du pullback. Pas des gros pullbacks, encore une fois, mais ça fait un truc un peu comme ça, vous voyez, en termes de schéma. C'est-à-dire la vague 3 qui fait à peu près la taille de la 1, puis on essaie de remonter, ça échoue, et c'est en vague 4 derrière que là, boum, ça part en cataclysme baissier derrière, et là on s'écroule, et la valeur tombe très vite, et va défoncer tous les supports. Donc voilà, moi c'est ce schéma-là qui, je pense, peut être mettable à profit. Donc moi ce que je vois, c'est ça. Je vous parle en termes de niveau technique. C'est ici que se situe l'énorme résistance. D'accord? Donc là, il y a une grosse résistance, c'est au-dessus de ça. Bon, attendez, je vais faire rentrer mon chien. Bon. Voilà, donc le principe ce serait ça, c'est qu'on peut gérer notre risque au-dessus de la résistance. Donc la vague 2, elle viendra probablement pas la chercher, mais on va essayer de choper un risque ratio rendement. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vais surveiller sur ce truc-là, d'accord, on a vraiment une reprise en main baissière. On avait un cycle boule là et on le démonte et on va installer une tendance baissière. Donc c'est clairement que là, la tendance, elle est déjà en train de se renverser, mais encore une fois, avant de vraiment trouver les vraies chutes de prix, va y avoir des constructions d'accumulation. Donc je pense qu'il est encore peut-être un peu tôt pour se positionner Netflix. Celle-là, elle va rentrer, c'est clair. D'accord? Donc on va immédiatement mettre des niveaux de retracement. Il faut attendre de valider un bottom. On va dire pour l'instant, on le valide avec ces doubles mèches. Et on attend qu'il commence à y avoir des avalements aussi en 2 heures. Quand on aura ça, hop, on attend une petite remontée. Effectivement, je pense qu'un 38,50, maxi 61. Donc voilà, je dirais vraiment dans cette zone-là, là, tous les signaux qu'il y aura en intraday en 15 minutes, je rentre vendeur sur Netflix. L'objectif, c'est un stop au-dessus de la résistance. Cette résistance, c'est quoi? C'est le gap qui a été rejeté. On gap à la hausse ici, donc c'est le premier tick qu'on a eu ce jour-là. D'accord? On a baissé, puis on est monté. Vous pouvez être certain que là, il y a une énorme résistance. Donc en fait, au-dessus de ça se trouve le stop loss pour la gestion du risque. OK? Clôture au-dessus de cette résistance égale terminé sur le scénario. Netflix n'invalide pas le renversement dans le sommet historique et on va en faire un nouveau derrière. Et dans ce cas-là, vente totalement à sortir. Et dans ce cas-là, la crétinerie haussière de Netflix parabolique pourra continuer. Et il ne faut pas se mettre en face, encore une fois, quand on est dans une bulle. Par contre, si ça tombe, il faut dégommer et il ne faudra pas s'amuser à prendre les profits sur les premiers supports. Hein. Ça va tomber et ça tombera fort si on est bien dans le bon schéma. Donc là, il va essayer de choper un petit pullback. D'accord? Parce que là, si vous vendez là tout de suite, le stop coûte quand même 8%, ça fait mal, quoi. Voilà, ça veut dire petit levier. Moi, je préfère ne pas l'avoir que de traiter un si petit levier dans ce marché. Voilà. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de choper quelque chose qui rentre dans ma gestion du risque et dans mon cadre technique et dans mon contexte. J'ai bien les deux exemples pour Netflix. Je n'ai pas encore le risque ratio rendement qui m'intéresse. Parce que je veux mettre plus de levier que ça. Et le stop à 8%, voilà. Je pense que sur un truc comme ça, il ne faut pas risquer plus de 2% de capital. Ça veut dire que là, il me faudrait un levier 0,25 si je vendais maintenant le support. Support qui en plus n'a pas cédé pour l'instant, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc levier 0,25, ça me paraît pas assez. Voilà, je veux plus que ça sur cette action-là. Donc je vendrai éventuellement la cassure du support. Si vraiment on devait rempiler demain avec des baisses, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut avoir d'abord des petites remontées tranquilles demain. Et effectivement, je vous dis, dès qu'on remonte au-dessus de 38%, là, je commence à rechercher des signaux vendeurs. Et là, évidemment, c'est là où il y a un risque ratio très, très intéressant. D'accord? Puisque là, dès que vous arrivez ici, l'invalidation coûte plus que 4-5%. Ça veut dire effectivement que je peux mettre un levier de 0,5
qui m'intéresse beaucoup plus. C'est-à-dire c'est la même chose que ce que j'ai fait sur les autres, hein, Apple, Tesla, Facebook, tout ça. Tout ça, ça a été shorté à hauteur de 25 000 euros sur un capital de 50 000, donc un levier 0,5. J'ai à peu près envie de faire la même chose sur Netflix, mais justement, je préfère que ça remonte un peu pour que j'ai ce risque-rendement intéressant. Évidemment, plus on remonte, mieux c'est. Là, si on peut m'offrir 50% de retracement, 3,50, ça veut dire que là, je peux quasiment shorter les vieux 0,6. Ce sera encore mieux, d'accord? Mais voilà, pour moi, la gestion du risque se fait vraiment par là. Je pense qu'il ne faut pas risquer plus de 2% de capital sur ce truc-là. D'autant plus que si ça remonte et que ça va péter le sommet historique, c'est que si on est dans une bulle et que vous vendez une bulle. Et ça peut vous faire très mal si vous amusez à tenir les shorts, hein. Voilà. Question intéressante de HighVolt, je la prends direct. Pourquoi j'ai 76,4 au lieu de 78,6 en Fibonacci? Eh bien, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Eh bien, parce que pour moi, en retracement, c'est 76,4. 78,6, c'est un niveau d'extension Fibonacci, et ce n'est pas la même chose. D'accord? Pourquoi je prends 76,4? Parce que 76,4, ça ne veut rien dire. Enfin, 78,6 en Fibonacci, ça veut dire quelque chose. 76,4, c'est simplement la réciproque de 23,6. D'accord? Tout comme 38,2 est une réciproque de 61,8. Voilà. Donc la réponse est toute simple. C'est tout simplement parce que ce sont des réciproques. Et j'utilise 76,4 et non pas 78,6. Par contre, 78,6, je l'utilise en niveau d'extension. Voilà. D'extension Fibonacci. Voilà, donc pour Netflix, c'est ça. Boeing, globalement, je ne vais pas passer plus de temps, mais c'est un peu la même chose. Okay, on est toujours, pour moi, en train d'essayer de construire une structure. Pour le moment, je ne vois pas de raison de shorter Boeing, en sachant qu'encore une fois, la gestion du risque, si on doit prendre un short, pour moi, doit être faite par là. Pour être vraiment certain, pour le moment, le stop doit se trouver là. Donc on verra pour l'instant si on peut abaisser le stop et trouver un nouveau risque ratio rendement. Pour l'instant, moi ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de raison de flipper grave. On est toujours sur des zones plutôt supportées. Donc voilà. Soit on vient faire un pullback sur ce canal. D'accord? Là, on est bien sorti du canal haussier. Donc soit ce canal est à valider. Et dans ce cas-là, je veux voir un pullback dans les prochains jours de ce canal. Et si ça rejette, là, je suis prêt à jouer une cassure baissière. Mais dans ce cas-là, on aura terminé le diamant, hein, d'accord? Phase d'expansion, phase de contraction. Et dans ce cas-là, on finira la contraction ici et boum. Okay, mais je veux encore un nouveau test haussier. Pour l'instant, trop risqué. Donc, ce serait un stop là. Ça veut dire que la gestion du risque vous coûte 12%. Autant vous dire, là, c'est levier microscopique. Donc, pareil, hein, voilà, trop dangereux pour l'instant. Pas de risque ratio rendement qui permet de faire entrer cette action dans mon portefeuille pour l'instant. Donc en surveillance, et sinon je mettrai en place un trade sur breakout, c'est-à-dire un trade avec un très faible levier pour récupérer les miettes. Mais pour ça, il me faudra des vraies validations de prix, bien au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, qui est un signal d'alerte. Mais encore attention, si vous allez trop vite en spéculation, ça peut vous coûter cher. Donc je dis patience, pour l'instant me semble être la situation la plus adaptée. Et donc attendre de voir un nouveau contact ici pour éventuellement donc valider ceci comme étant notre bas de diamant. Ok? Donc pour l'instant, je pense en spéculation et je reste tranquille sur donc pour l'instant ce schéma-là. Ok? La mise en place éventuelle de ce canal, donc voilà, jouer ça, et dans ce cas-là, si ça devait breaker, je rentrerai en breakout baissier pour jouer une sécurisation sur le canal, d'accord? Autre gestion du risque, encore une fois, la gestion sur breakout, pour moi ça se situera comme ça, ça ferait donc une entrée à la vente ici en breakout, ok, avec du coup, dans ce cas-là, une invalidation à gérer par là. Ok, si on remonte au-dessus si on réintègre la structure, c'est plutôt invalidant. Ok, donc je dirais dans ce cas-là un stop loss par là, avec du coup un TP1 pour payer le stop ici. Okay, en gestion du risque. Et je garde 50% de la position qui part au sud en cas de crack. Ok, donc là, dans ce cas-là, un stop ici, mais je gérerai mon risque en payant ce stop très rapidement avec un premier TP ici sur le bas de canal. C'est-à-dire on vient là, pouf, on vient chercher le bas de canal, je prends mon TP1, je paye mon stop et je garde 50% de la position ouverte pour un éventuel effondrement de la capitalisation. Et dans ce cas-là, jouer, comme je vous dis, hein, même chose, hein, la Boeing, on est bien sur une belle bulle. Ok, belle bulle spéculative, ça monte parabolique, il n'y a pas de souci. Ce truc-là, si ça tombe, c'est bam, ici minimum. Donc encore une fois, ça fait grosse clacasse. On se prend une target 1, target 2, on encaisse un beau gain. On vient chercher ici. Donc du coup, dans ce cas-là, ouf, oula, je l'avais pas vu celle-là, tiens. Alors,
peux avoir mon momentum, s'il vous plaît, les gars? Pourquoi il bug, ce con? Voilà. Hop. Ouh que c'est sale. Bon, bah là, ouais, en fait, ça peut se vendre. Ça peut se vendre, c'est agressif, mais ça peut se vendre avec un stop. Donc là, je pense qu'on peut abaisser le stop. Hein. Donc première des choses, là, normalement, stop au-dessus du signal exit. Là, on a tout, hein, la validation du signal, le signal momentum, le squeeze, ce qui fait que là, il fallait effectivement un déclenchement sur breakout. Ça reste encore très spéculatif, donc il ne faudra vraiment pas non plus mettre tout son compte. Mais là, franchement, je pense qu'on peut gérer le risque et rentrer Boeing en portefeuille, là, immédiatement, ce soir. On n'est pas encore clôturé à Wall Street, là 21h43. Ok, bah, je pense que je vais faire rentrer Boeing en portefeuille immédiatement. Immédiatement. Alors, ça m'énerve parce qu'il faut que j'y réfléchisse plus. J'aime pas prendre de trade en live parce que ça me perturbe de parler. Je sais que des fois j'oublie des choses et du coup je fais n'importe quoi. J'ai réfléchi, est-ce que je le prends? J'ai 10 minutes là. Bon, du coup, on fera pas de séance de questions en plus ce soir. Je suis désolé. De toute façon, dans 10 minutes, là, je vais enchaîner avec les Américains. Donc, je suis navré. Au pire, on le fera la semaine prochaine. Hein. De toute façon, on en fera une par semaine de ces émissions-là. Mais là, il y a des choses intéressantes qui se passent. Je pense que Boeing, ça peut rentrer en portefeuille. Avec un stop là, ça nous fait une gestion du risque à 6%. Je pense qu'il faut pareil, encore pas risquer plus de 2 à 2,5 là-dessus. Donc je pense qu'un levier 0,5 est encore un peu agressif. Je pense qu'un levier 0,33 est jouable ici. Oh fuck, oui. Les earnings ce soir. Ah ouais, non, c'est peut-être un peu agressif, effectivement. Voilà, tu vois, ça fait partie des choses qu'il faut que je vérifie. Tu vois, moi j'ai ma checklist. C'est pour ça, parler, c'est bien. Là, voilà, il y a l'aspect technique. Mais effectivement, earnings ce soir, donc pas possible de shorter Boeing pour l'instant. Trop agressif. Voilà. Donc on attend, ça me paraît pas possible. Donc on verra un short en... Alors les earnings, c'est les publications de résultats. Donc ce soir, il y a publication trimestrielle de Boeing. Il suffit que ce soit bon et demain, on réouvre en gap haussier ici. Donc Boeing, vraiment, voilà, pas possible. On va attendre soit le breakout demain, et dans ce cas-là, on tradera le breakout. Et ce sera la bérésina baissière demain sur Boeing. Donc voilà, je pense qu'en fait, le fait que Boeing publie ce soir, ça anéantit toute stratégie de vente indicielle et tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, impossible de vendre quoi que ce soit. Boeing, c'est trop gros, c'est trop fortement pondéré dans les indices, notamment le Dow Jones. Ça veut dire que là, demain matin, le Dow Jones peut très bien remonter comme un salaud. Hein. Voilà. Là, il a baissé fortement aujourd'hui, moins 2% sur le Dow, à cause de Boeing, parce que Boeing, c'est la plus grosse pondération du Dow Jones, encore plus qu'Apple. Donc il faut faire attention. Voilà. Il faut faire attention, il me semble que c'est un peu dangerous là, de se lancer là-dedans, mais là c'est rouge hein, ce soir, putain, Google, moins 5, ça fait mal. Hein. Voilà. Non, si Boeing devait gaper à la baisse demain, il n'y a pas de souci, moi je suis en respect de la stratégie, là je peux pas, en amont d'un catalyseur, c'est beaucoup trop risqué si tu veux. De se positionner en amont d'une publication de résultats. Encore une fois, c'est du pari dans ce cas-là. Donc quand on parie, on risque pas plus d'1% de capital. Donc après, pas de souci. Un short Boeing, c'est possible. Mais on risque 1% de capital avec une invalidation au-dessus de ça. C'est-à-dire que ça fait 1% de capital sur 6% de perte. Ça fait un levier divisé par 7. Bon, par 6, on va dire, ça suffit. Donc divisé par 6, ça fait 15 et des poussières, donc ça fait 0,15 de levier. Voilà. Donc 0,15 de levier, ça fait pas grand chose, hein, voilà. Mais c'est vendable, mais il faut être conscient que c'est un trade risqué, c'est un trade un peu pari, quoi. Mais il y a un cadre technique, il y a un contexte, il y a tout ce qu'il faut. Mais par contre, voilà, pas perdre plus d'1% de capital, là c'est vraiment du pari. Voilà. Donc pas de souci, je peux comprendre la stratégie si vous voulez la mettre en place. Je la trouve justifiable, mais pas pour un risque supérieur à 1%. Voilà. Donc moi, je vais rester à l'écart. Tout simplement parce que j'en ai déjà bien d'autres des KPI US. Et si ça doit chuter, je suis déjà bien dessus. Là, Facebook, autant vous dire que ça me fait plaisir ce soir. Hein. Voilà. Oui, Mika, il y a un partage d'écran. Les autres vont te répondre. Voilà.
Allez, du coup, il nous reste 5-10 minutes. Rapidos. Allez, donc l'euro-yen et tout ça, on traite demain. Euro-yen, gold, gaz, on en parlera demain. Le VIX également. Mais ça y est, ça commence à merder. Hein. Les vendeurs de volats se font démonter la tronche là. Voilà, je pense qu'on sort du canal. Au mieux, un petit pullback. Au pire, on est déjà reparti pour une torpille haussière. Mais je pense que demain, je me positionne acheteur de volats. Peut-être pas tout de suite. Voilà, comme je vous dis, il y a Boeing. Et ça m'emmerde, Boeing. Donc je pense que demain, voilà, je pense prudence. Voilà. Parce qu'il se peut très bien que ça ce soit une vague 1, 2, 3. Vous voyez, et là, dans ce cas-là, on fait une poursuite baissière. Et en gros, là, on a juste fait une conso et on va chercher la zone d'achat de derrière. Donc attention, pas gagné encore. Hein. Mais Boeing, c'est le mastodonte des indices américains. Ça s'annonce apparemment mal ce soir et on va voir si c'est la suite demain. Mais c'est trop risqué de s'y positionner dessus. Moi, je reste tout simplement à laisser filer les positions qui sont déjà en cours et que vous connaissez donc. Oui, Facebook a des earnings tomorrow, mais la différence, c'est que Facebook montrait des biens est sécurisé. Je vous rappelle que moi, Facebook, j'ai déjà payé mon stop. Ça tombe aujourd'hui. Si ça devait remonter après-demain, je m'en cogne. C'est pas grave. Mon stop est payé. Et par contre, si ça continue de chuter, je vous raconte pas le carnage. Voilà. Allez, donc voilà, j'ai fini. Je prends vos questions. Est-ce qu'il y a des actifs que vous voulez analyser? J'ai 5 minutes, donc on pourra vraiment. Il faut que vous ayez un consensus, que vous soyez plusieurs à analyser. Ah oui, on va faire BTC, je suis con. Oui, effectivement, on va faire BTC. À moins que vous soyez 4 ou 5 à m'en demander un en particulier, mais on va rester voilà, plutôt BTC, ok? LISC, je connais même pas ce truc-là. Bon, BTC, voilà, allez, on est plutôt tous d'accord, donc on prend 5 minutes, on se fait Bitcoin. Donc 5% de hausse sur le Bitcoin aujourd'hui, on est dans le haut de canal, ça trouve même pas de résistance. Donc on est en train de montrer le Bitcoin. Voilà. Alors par contre, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a mis en place un truc que j'ai trouvé, mais ça m'a permis de répondre à des questionnements que je posais sur le Bitcoin. En fait, il expliquait bêtement que voilà, aujourd'hui, on peut avoir un wallet en Bitcoin et se servir de ces bitcoins pour aller acheter donc d'autres crypto-monnaies, crypto-devises, faire de beaux gains sur les alts, entre guillemets, et récupérer ces gains et du coup augmenter la capitalisation en bitcoin. C'est-à-dire capitaliser les gains que vous faites sur IOTA, Ripple et compagnie en les capitalisant sur du bitcoin. Donc mécaniquement faire augmenter la capitalisation du bitcoin. Et donc, en fait, ça fait monter artificiellement le Bitcoin sans que les gens achètent réellement du Bitcoin. Sa valeur augmente par rapport aux gains que vous accumulez sur les alts derrière. Donc, en fait, c'est simplement le même effet devise que vous avez sur les devises FIDU. Donc, cet effet peut être effectivement applicable au Bitcoin, ce qui en soi est une très bonne chose en soi pour le Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin est considéré comme stockage de valeur, c'est-à-dire que vous tradez sur les alts, vous prenez du risque sur les alts et vous rapatriez les gains associés à ce risque en Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a bien une notion stockage de valeur sur le Bitcoin qui est intéressante en soi. Mais voilà, attention quand même, encore une fois, pour moi le Bitcoin, sa valorisation, elle reste quand même assez en risque. Et par contre, c'est bon, ça monte, hein, Bitcoin, il n'y a pas de souci. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'amuser à vendre un marché qui monte quand il n'y a pas de signaux. Donc là, vous voyez, le TP qu'on a vu tout à l'heure, absolument invalidé, ça ne marche pas, et au contraire, on va au nord. Donc, encore une fois, l'intérêt d'attendre les clôtures des signaux, là, ça ne marche pas. Voilà, il reste 9 minutes, la bougie va clôturer tout en haut. Ça a été encore une nouvelle fois un piège vendeur, et le Bitcoin tente maintenant même d'aller faire une clôture hors du canal pour aller monter plus haut. Donc, vraiment, prudence. Moi, je pense que le Bitcoin, c'est une grosse connerie, hein, ce truc-là, encore une fois. Mais il faut laisser monter. On cherche les prises de profit des acheteurs. Quand les acheteurs vont revendre les bitcoins, vous allez voir, ça va tomber. Hein. Parce qu'encore une fois, là, c'est considéré comme refuge. C'est-à-dire vous avez spéculé sur vos crypto-devises, sur vos alts, et apparemment, vous rapatriez les valeurs sur le bitcoin. Par contre, quand le bitcoin va baisser, vous allez faire quoi? Hop! Retour à la FIDU, c'est-à-dire que vous allez échanger vos bitcoins contre des dollars, ça va tomber, et mécaniquement, toute la belle mécanique pourra s'effondrer. Donc pour l'instant, pas de vente de bitcoin justifiable, encore une fois, il faut un signal pour vendre, il n'y a pas de signal, et en plus, on est en train de casser les canaux, donc vraiment, tout plutôt haussier. Maintenant, encore une fois, il n'y a aucun potentiel aussi à exploiter en termes de ratio risque-rendement dans le cadre de ma stratégie, si c'est ma stratégie que vous utilisez. Donc encore une fois, après, il y a d'autres stratégies, suivi de tendance et compagnie. Vous pouvez le faire, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je pense que là, on est plutôt sur la fin de la tendance. Mettre en place des stratégies suivies de tendance sur un bout de tendance, moi, je ne vous y invite pas, franchement. Donc encore une fois, si vous étiez vendeur, il faut accepter d'avoir perdu et être patient.
que notre tour revienne, c'est-à-dire qu'on ait au moins un cycle TP qui se remette en place, confirmé par le momentum et tout ça. Et là, on pourra évidemment se remettre dans le train vendeur éventuellement pour jouer des retracements. Maintenant, on a une tendance haussière, donc on est bien d'accord que vendre, c'est contre-tendance. Donc il faudra vendre, sécuriser et éventuellement voir si on répète des supports derrière pour voir si le crack reprend ses droits sur le Bitcoin ou si on en a fini avec la tendance baissière. Voilà. Pour l'instant, ça se présente bien. La clôture daily du Bitcoin va se faire tout en haut. Donc on va probablement essayer de valider la cassure des 8009 comme une cassure actée en daily. C'est ce que semblent vouloir faire les crypto guys. Donc on va attendre d'avoir un signal de vente en daily. D'accord ? Ça veut dire je veux avoir déjà le TP en 2 heures qui se met en place et je veux voir un avalement baissier daily. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous prenez votre Bitcoin, ce que je veux voir, c'est celle-là, elle clôture en haut, tant mieux, génial. Ils ont ramassé tous les stops et il y a des gens qui achètent derrière, c'est super. Par contre, dès que ça plafonne ce truc et qu'on a un avalement baissier daily, je cartouche le Bitcoin à nouveau. Pas avec du levier, mais je reprends des positions spéculatives. Là, on est vraiment bien monté. Le Bitcoin a pris 50% depuis sa hausse, depuis son bottom. Il n'y aura pas plus haut que ça. Voilà. Moi, je ne pense pas qu'on pètera les 8006, enfin les 9008. Je pense même qu'on échouera avant, en fait, pour être honnête. Je pense que là, il y a du volume à exécuter et ça va être des TP. Donc TP, ça va faire rebaisser les prix. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir où est-ce qu'on pourrait constituer des supports. Est-ce qu'on trouvera du support par là, ou est-ce qu'on trouvera aucun support et on se repètera la gueule sur le Bitcoin. C'est vraiment ça la chose qui m'intéresse maintenant. Rappelez-vous la stratégie dont je vous ai parlé ce matin. Si on regarde bien le Bitcoin futur, voilà. Moi, la stratégie qui m'intéresse maintenant, c'est pas de penser qu'on est reparti comme en l'an 40. Loin de là, ce n'est pas possible. Ceci n'était pas une vague en tendance, c'était une vague corrective. Ça, c'était une vague en tendance. Donc ça, c'est un correctif au mieux. Et si on inverse la tendance, il faudra au moins revenir visiter un support. Et comme je vous dis, faire une tasse avec Hans pour pouvoir trouver une structure haussière. Sinon, le risque, c'est qu'on s'échoue ici. On retrouve des bears. Rappelez-vous, à chaque fois que le Bitcoin est venu faire une grosse connerie haussière, regardez, rappelez-vous là, hein. Ouh, c'est ultra boule. Voilà, on vient tester une résistance, le marché se ramasse la gueule, et le lendemain, c'était grosse baisse et clôture sous le bottom. Attention à ce qu'on ne fasse pas la même chose demain. Voilà. Donc vraiment prudence. Mais moi, je pense que si ça se produit, c'est-à-dire, en gros, ce soir, on fait les cons à la hausse, on fait miroiter monts et merveilles à tout le monde, on fait ouvrir les portefeuilles à 9008, on fait croire qu'on va aller à 9008, que tout va bien, que tout est magique et compagnie. Boum, on se ratatine, demain matin, ça casse au sud. Et voilà ce qu'on peut avoir. Hein. Donc, encore une fois, faites attention. Rien n'est vraiment gagné sur le Bitcoin, vraiment rien. On est dans un marché qui est suracheté, mais il n'y a pas encore de signal de vente. Donc voilà, il faut attendre d'avoir un signal vendeur en daily, je pense, aujourd'hui, pour pouvoir se repositionner vendeur. Donc je pense attendre tout simplement qu'on ait une bougie daily qui revienne casser le plus bas de la journée précédente et qui tienne une clôture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une mèche basse. Il ne faut pas demain revenir casser le plus bas, puis faire une mèche basse. Sinon, ça reste haussier, au contraire, et ce sera même un renforcement haussier. Donc voilà, attendre, je pense, des retournements de marché et puis se mettre à tester un petit peu la solidité des acheteurs sur les supports. Donc se lancer dans un premier trade, d'abord dans un cadre retracement, c'est-à-dire on vend et on sécurise sur les supports, on paye ses stops. Et éventuellement, si on voit les supports commencer à céder, se remettre en place petit à petit dans le sens de la tendance baissière et augmenter légèrement l'exposition. Pour ma part, c'est ce que je mets en place comme type de stratégie. On garde toujours un oscillateur bearish, d'accord ? Ce qui veut dire que là, si on a un avalement baissier demain, je short le Bitcoin. Voilà. Mais je veux une confirmation en daily. Pour l'instant, je vois juste un marché qui tente de nous refaire croire encore qu'il est reparti parabolique. D'accord ? Vous voyez bien la parabole, hein ? Ça monte, on ralentit, et puis là, hop, on vous fait croire qu'on va remonter comme des teubés. C'est possible, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre trop agressivement. Et si ça monte, moi je m'en fous, je laisse monter, je n'achète pas le Bitcoin. Hein, mais je ne le vends pas tant que je n'ai pas un signal maintenant. Voilà. La stratégie pour ma part sur le Bitcoin. Messieurs, on va s'arrêter là pour que je puisse être à l'heure avec les Américains. Oh, ça va arriver, t'inquiète pas, la faible volatilité. Si on doit retomber, tu vas voir que ça prendra du temps. Hein. Encore une fois, je peux me planter. Hein. Moi, je ne fais que jouer un scénario. Je ne suis pas devin. Si le Bitcoin ne répond pas au cadre technique que je lui trouve, ni au contexte que je lui trouve, encore une fois, il pourra monter, mais il montera sans moi. Encore une fois, moi, je m'en cogne complet d'avoir des Bitcoins. Si je les ai pas dans le cadre de ma stratégie, j'en aurai pas. Point barre. Voilà. Ça va pas plus loin que ça. Je ne cours pas après les bitcoins, je m'en fous. Voilà.
Allez messieurs, donc je vous souhaite une agréable soirée. Allez, peut-être une question. Voilà, question de what the fuck intéressant. Est-ce que cette hausse trouve sa place dans une pattern de crash selon toi? Oui, tout à fait. C'est la hausse qui précède la dernière phase de consolidation avant les exponentiarisations. En fait, si tu prends 2014, je vais te donner le contexte 2014 immédiatement. On va reprendre le time frame 2 jours qu'on avait pris sur la première analyse en 2014. Voilà, pour moi, on peut être là. On recommence à franchir des résistances et tout, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et boum, derrière, on rebaisse un bon coup. Pardon, ici, tu vois. On refranchit des résistances après un premier creux. Tout le monde pense que c'est BR, enfin, tout le monde pense que c'est boule. Et regarde, bam, on vous démonte le truc, on vous pète les stops. Là, il y a la smart money qui se positionne avec un gros volume. Et après, on se met à vraiment à franchir des résistances. Moi, je pense que tout le monde croit qu'on est déjà là, qu'on est reparti du coup dans what the fuck, bullish move et compagnie. Moi, je pense pas. Je pense qu'on est encore que là. Et que sur le Bitcoin, on risque de glisser encore un petit peu plus bas. Voilà. Vous voyez, hein, à l'époque, effectivement, moi je serais rentré là sur le Bitcoin, mais j'aurais fait mon buy and hold ici, mais j'aurais clairement pas remonté mon stop et j'aurais pas crié victoire tant qu'on n'aurait pas vu ces trucs-là. Et je doute clairement qu'on soit à l'aube de voir ces trucs-là sur le Bitcoin. Mais encore une fois, ça peut arriver. Si ça arrive, tout simplement, il n'y aura juste pas de signaux vendeurs. Et moi, si j'ai pas de signaux vendeurs, je ne revends pas le Bitcoin, je m'en fous. Il peut monter tant qu'il veut. Je m'en balance complet. J'en ai pas des Bitcoins à la vente. J'en ai pas à l'achat non plus. Maintenant, il fait ce qu'il veut pour moi, le Bitcoin. Tant qu'il ne rentre pas dans mon cadre technique, je ne le touche pas. Donc, s'il me montre une résistance sans partir en parabolique, je le redégomme à la vente, doucement, pour targeter probablement un nouveau bottom. Et ensuite, je l'achète à long terme, buy and hold, et j'y touche plus. Ah oui, oh là, ouf, ouais. Bon, on ne parlera pas des cas spécifiques. Donc voilà, je pensais avoir répondu. Alors pourquoi un marché haussier est si improbable après un crash post-bulle? Parce que ça ne marche pas comme ça. Voilà, après un crack, on ne passe pas d'un marché baissier à un marché haussier. Je vous l'ai dit, le seul état de marché qui permet de passer d'un état brutal haussier à un état brutal baissier, c'est le crack. Enfin, c'est l'enchevêtrement, bulle spéculative, crack. C'est la seule condition où vous allez avoir V-top et installation immédiate de la tendance baissière, sans range préalable. Sinon, il y a toujours une phase de range. Quand on finit un crack, on range, puis on réinstaure la tendance haussière, et éventuellement, à la fin de cette tendance haussière, on retrouve des bulles spéculatives. Mais encore une fois, tout le monde pense que Bitcoin, en 2014, c'est reparti et ça a terminé là, 2018 avec une bulle spéculative. Tout le monde pense qu'il y aura une nouvelle bulle spéculative sur le Bitcoin. Vous n'en savez rien, messieurs. Je suis navré de vous le dire, mais ça n'a aucune justification. C'est pas parce qu'il y a eu 2 bulles spéculatives sur le Bitcoin récemment, dans la dernière décade, que le Bitcoin va forcément créer des bulles dans la prochaine phase haussière. D'accord? Il y a bien 4 états de marché, la tendance, le range, la bulle, le crack. Et si vous spéculez d'ores et déjà sur le fait qu'il va déjà y avoir une bulle sur la prochaine phase de hausse du Bitcoin, je suis désolé, mais ça n'a aucune espèce de stratégie de trading qui justifie ça. Là, vous êtes vraiment en train de faire du doigt mouillé et de vous dire, je détiens la vérité et le Bitcoin va forcément être une bulle. Non, non, le Bitcoin peut très bien installer une tendance haussière qui restera une tendance haussière sans faire des bulles comme il l'a fait sur les cycles précédents. Tout simplement pour des raisons évidentes. Si ça doit vraiment devenir une devise, en tant que telle, une devise ne peut pas être aussi volatile que ça. Une devise, ça ne fait pas x100 en 2 jours ou en 3 jours, c'est pas possible. Voilà. C'est pas une devise qui fait ça. Donc encore une fois, si le BTC doit devenir une devise ou les alts, ça va stocker de la valeur et la valeur, on ne veut pas qu'elle bouge virtuellement tout le temps. Voilà. Hein. Donc, comme je l'ai dit, prudence, encore une fois, si le Bitcoin vaut 100 000 $, c'est parce que le dollar ne vaudra plus rien. Et vous n'aurez aucun intérêt à échanger vos Bitcoins contre des dollars dans ce contexte-là. Vous utiliserez simplement vos Bitcoins pour vivre. Voilà. C'est-à-dire que le stockage de valeur se fera à travers les Bitcoins et plus à travers le dollar, par exemple. Mais encore une fois, vous spéculerez sur un scénario très noir qui a quand même assez peu de probabilité de se produire. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, je dis juste que vous spéculez quand même très fort sur un truc qui, jusqu'à preuve du contraire, voilà. C'est pas parce que le Bitcoin a fait 2 bulles spéculatives 2014-2018 qu'il va forcément vous en faire une en 2020 ou ce sur quoi vous êtes déjà en train de vous projeter si vous êtes en mode to the moon. Voilà. Allez, je termine parce que là, j'allais me relancer sur un nouveau truc. Je vous laisse. On se retrouve pour ceux qui sont bilingues dans le canal English pour faire la même expérience dans la langue de Shakespeare. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses en direct sans retard de ma part cette fois. Et on se retrouve demain matin donc, pour analyser les autres actifs que je n'ai pas pu vous traiter ce soir.